Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents. Yes, sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici chez nous, on partage des histoires de vie, on partage nos expériences, nos parcours différents qui peuvent être. C'est vraiment avec plaisir qu'on découvre et qu'on commente dans le respect. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à commenter, à encourager toutes les personnes qui se sont dévoilées, qui ont fait le pas, qui nous ont raconté leur vie. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on lit les messages, souvent et généralement respectueusement écrits. Merci beaucoup à vous tous qui faites l'effort de faire tourner la chaîne en racontant vos histoires de vie. Donc, je vous encourage à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. J'insiste bien, WhatsApp. C'est plus facile pour nous tous. Merci à vous. Comme je vous ai dit, j'ai une page Facebook sur laquelle on va partager d'autres histoires plus courtes. Donc, n'hésitez pas à liker la page Kabibi Chaude TV officielle sur Facebook. La page, j'insiste. Voilà. Aujourd'hui, on a une histoire qui nous vient de loin. Mais avant ça, il y a une maman de la team, une vraie maman, une sistou, une maman présente qui m'a contacté pour solliciter de l'assistance de votre part, si vous êtes au courant ou si vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider dans ce sens. Notre maman a une jeune fille, c'est une maman congolaise de Kinshasa, donc elle est de Lubumbashi, notre maman. Elle vit en France, elle vit à Paris même. Elle a une fille de 20 ans, une fille de 20 ans qui a fait des études et tout ça, qui est à l'école privée notariale. C'est une grande école parisienne et elle est en dernière. Donc, sa fille, pour valider son diplôme, donc il lui faut faire un stage. Et ce stage-là, elle doit le faire chez un notaire, dans un bureau de notaire. Une office notariale, comme elle m'a dit. Et sa fille a écrit des courriers partout. Elle n'a pas de réponse. Donc, du coup, elle est toujours en alternance. Donc, elle doit passer ce stage-là pour valider son diplôme de devenir notaire. Maintenant, il n'y a pas la place pour faire les stages. Donc, ils sont fatigués d'écrire des courriers. Elle a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la team, soit qui connaît un notaire, soit qui est carrément notaire, soit qui a une facilité de peut-être introduire le dossier de son enfant pour que son enfant soit validé. Alors, elle ne comprend pas pourquoi on ne valide pas les dossiers de son enfant. Son enfant est français. Vous voyez, ce sont des enfants qui sont nés ici, qui a fait des études pour être notaire. Les stages, on ne donne pas. On ne donne pas les stages. Donc là, ils sont toujours en train de payer à l'école privée là, parce que aussi longtemps qu'elle n'a pas fait le stage, elle n'aura pas le diplôme. Donc, ça peut être dans n'importe quelle ville, ils vont payer les logements et tout ça pour que l'enfant aille faire le stage dans un bureau de notaire. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui connaît un notaire ou quelqu'un qui a une facilité ou qui travaille dans un bureau comme ça, qui peut l'aider ou qui peut la guider pour que son enfant trouve juste un stage. Ce n'est pas l'argent, non, c'est juste les stages. C'est juste pour un stage. Ils sont vraiment fatigués d'écrire les courriers. Ils n'ont pas de suite. Vraiment, c'était ça son souci premier. S'il y a quelqu'un qui a une connaissance, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse aider notre maman de la team à débloquer la situation de sa fille. Merci beaucoup à vous tous. Ça fait plaisir de savoir que les enfants immigrés comme ça font des grandes études parce que pour être notaire, déjà, il faut étudier. Et puis, c'est un travail qui paye bien. Les enfants, il faut aller à l'école. Ça fait plaisir vraiment de savoir que sa fille fait des très grandes études. Mais Dieu va aider, elle va trouver son endroit de stage. Merci la team. Aujourd'hui, on a une histoire qui nous vient de loin, qui nous vient de la France, mais l'histoire vient de l'Algérie. La team Kabibi Chaude. Maintenant, nous sommes vraiment partout. Quand on dit conteuse africaine, c'est vraiment l'Afrique. Ça commence à prendre le Maghreb aussi et ça fait vraiment plaisir. C'est une maman de la team
mais c'est une maman algérienne de la team qui regarde en camouflage. Donc, je crois que c'est la deuxième ou troisième histoire qu'on raconte de l'Algérie ici. Et je vois que c'est bien. On commence à s'étendre aussi en Algérie. Donc, elle nous raconte son histoire. Elle nous dit ceci. Notre maman s'appelle maman Larissa. Maman Larissa, c'est une jeune maman d'aujourd'hui, 30 ans. C'est une jeune maman. Quand je dis jeune maman, c'est jeune maman. Pourquoi on dit ça? Larissa, elle est née où et comment? Larissa est née dans une famille modeste en Algérie. Donc, dans cette famille-là, dans sa famille, les hommes se marient, mais pas les femmes. On va dire, si son papa chez eux, ils sont 11, et qu'il y a 5 hommes, tous les 5 hommes sont mariés. Et chez les femmes, il n'y en a qu'une qui est mariée. Et vous allez comprendre dans quelles circonstances elle est mariée. Donc, on ne sait pas si c'est un totem de la famille ou quoi. Donc, la famille de son papa est comme ça. La famille des cousins de son papa aussi est comme ça. Donc, cousin, papa, eux aussi, il n'y a que les garçons qui se marient. Les filles ne se marient pas. Maintenant, ces filles-là, ce sont des filles qui font des études. En tout cas, à leur niveau, ce sont des filles qui travaillent, qui font des choses comme ça. Et du coup, chez son papa, elle, donc le grand-père, le père de son père, il a une grande parcelle familiale. Donc moi, je ne savais même pas qu'en Algérie, c'est comme chez nous. Donc là-bas aussi, il y a des systèmes de parcelles familiales. Le grand-père, là, il a sa maison. Il a accouché peut-être 11 enfants. Tous les garçons sont mariés, sont partis. Les filles sont restées là-bas. Elles ont commencé à travailler seulement là-bas chez lui. Et il n'y en a qu'une qui s'est mariée à l'âge de 40 ans. Quand elle s'est mariée à 40 ans là, elle s'est mariée à un monsieur algérien qui vit déjà en France, qui a 60 ans, non, qui avait au moins 17 ans de plus qu'elle. Donc on va dire qu'il a 57 ans. Vous allez comprendre pourquoi je calcule. Il est venu l'épouser. C'est le seul mariage de chez eux et qui était combattu. Elle s'est mariée vraiment tête dure de force qu'elle a accepté pour aller en France. Donc quand elle s'est mariée, elle a 40 ans. Elle arrive chez son mari ici en France. Elle commence à habiter 41, 42, 43. Les médecins français tournent le ventre, retournent le ventre, ils voient qu'il n'y a pas la grossesse. Elle-même aussi, elle se rend compte que les années sont en train de passer, je n'accouche pas. Donc la fille là, qui n'accouche pas, la dame, hein, on va l'appeler Maman Fatma. Fatma est mariée à Monsieur Chaïd. Monsieur Chaïd, à l'époque, elle a les 57 ans. Donc quand Fatma se rend compte que l'enfant même ne vient pas, Chaïd a 60 ans. Fatma a 43 ans. C'est comme ça que Monsieur Chaïd, il comprend bien que Fatma, ça lui prend la tête, ça lui tourne la tête. Toute l'intelligence de Fatma est seulement dans son ventre. Déconcentrée, elle cherche l'enfant, donc par tous les moyens. Chaïd prend l'initiative d'appeler le grand frère de Fatma, qui est le papa de Larissa. Le papa de Larissa, lui, il avait épousé la maman de Larissa. Avec cette maman-là, ils ont eu une fille, une deuxième fille. La maman de Larissa, elle était beaucoup plus jeune que le papa de Larissa. Donc, on ne sait pas pourquoi lui aussi s'est marié tard. Déjà que chez eux, les filles ne se marient pas, mais lui-même aussi, les garçons, il s'est marié tard. Quand il épouse, elle a des petits-enfants, non? Elle a ses 2 filles. Elle est enceinte de Larissa. Donc, papa Chaïd, qui est en France, le monsieur de 60 ans, appelle son beau-frère. Il dit, beauf, ta soeur Fatma ici, si on ne l'aide pas, ça sera compliqué. Elle ne dort pas. Est-ce que, comme ta femme est enceinte là, tu ne peux pas nous donner la grossesse là, ça devient pour nous. Aide ta soeur va craquer ici. Que l'enfant qui est dans le ventre de ta femme soit l'enfant de Fatma. Le papa a accepté, sans dire à la maman, sans demander l'avis de Fatma. Donc les 2 hommes se sont convenus que quand ma femme va accoucher, je vais te donner cadeau du bébé. On laisse la maman là enceinte. Finalement, on prévient Fatma. Fatma est surprise de la démarche de son mari, mais tellement qu'elle n'a pas l'enfant, elle commence à s'imaginer que bon, j'aurai quand même un bébé, ça va m'enlever genre la honte. Elle accepte. Quand elle accepte, le papa là, il prévient la maman qui va accoucher peut-être 1 semaine avant l'accouchement que oh, c'est possible que quand tu accouches l'enfant ici, on va l'envoyer en France et tout ça. Ah,
Comment on va envoyer l'enfant en France? Il y a déjà des enfants qui sont nés. Ça, c'est un petit bébé. Non, celle-ci, c'est mieux comme... Il lui fait genre, on va l'envoyer pour aller étudier. Mais pas genre qu'on va l'adopter. Donc, la maman, elle apprend ça, elle est stressée. Elle part, elle accouche Larissa. Quand elle accouche Larissa, le papa, au lieu de venir déclarer Larissa, il commence à faire les démarches d'adoption. C'est comme ça que la maman se rend compte que, mais ton histoire là, tu m'as dit qu'elle partait pour étudier en France, bébé qui va aller étudier. Maintenant, ce n'est plus toi qui veux, ça devient un papier d'adoption, comment? Le papa, comme il s'était déjà convenu avec Chaïd et sa petite sœur Fatima, lui-même il a commencé les démarches, ils ont envoyé les papiers administratifs. La maman a refusé. Elle a refusé, elle a commencé les troubles. On ne va pas adopter mon bébé, on va adopter les bébés, c'est moi, les papas qui t'avaient mis la grossesse. Et tout ça, les problèmes. Mais c'est l'Algérie. Tu es la femme, est-ce que tu as un mot à dire? On est parti voir le papa de la maman de Larissa. C'est le papa de la maman de Larissa, comme c'est un homme. Vous connaissez l'Afrique. Il a décidé, il a dit à sa fille, ton mari est pauvre. C'est Fatima même, sa sœur là qui est en France, qui les dépanne de temps en temps. Maintenant, sa sœur dit qu'elle veut prendre ton enfant, toi tu refuses. Ça n'a pas de sens. Donne la chance à l'enfant, que l'enfant aille en Europe, aille étudier. Tu t'accroches à quoi? Tu as deux autres. Tu as le ventre. Tu vas accoucher encore? Donne seulement Larissa. Donc c'est le papa de sa maman qui a carrément décidé que elle, Larissa, on va l'adopter. Quand ton mari s'impose, ton papa s'impose, ce sont ça les hommes de ta vie, tu vas faire quoi? La maman a cédé avec contre-cœur. Larissa ici, on lui a fait les papiers d'adoption. Ce n'est pas que c'est notre enfant que tu prends, tu pars. Non, c'est devenu pour toi. Maintenant, les papiers, les démarches, vous voyez, ils étaient en France et tout ça. Je ne connais pas la situation de leurs papiers à l'époque. Mais ça fait 2 ans. Donc, Larissa ici, elle est née, elle m'a dit elle est née en 94. C'est ça? Elle est née en 94 et elle est arrivée en France à 2 ans, en 96. Elle arrive en France. Quand elle arrive là, on l'accueille. Bon, tu as 2 ans, tu ne sais pas très bien, tu ne connais pas bien ta maman, mais en tout cas, elle est arrivée à 2 ans. Fatima l'a accueillie. Fatima a commencé à l'élever et tout ça, mais très vite, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas l'enfant de Fatima. Pourquoi? Parce que Fatima l'éduquait dans le sens où tu m'es redevable. Je t'ai donné la vie. Comme tu es là, tu es venu pour m'aider, pour m'enlever la honte. Comme tu es là, tu me dois ta vie. Parce que toi, tu n'allais rien être en Algérie. C'est moi qui te donne la vie. Elle dit, elle a su ça, elle était petite. Donc, Fatima et elle ne s'entendaient pas. Fatima, en fait, ne l'aimait pas parce que Fatima, dans la vraie vie, elle souhaitait avoir ses enfants elle-même. L'idée d'aller chercher un bébé, ce n'était pas son idée. C'était l'idée de son mari qui lui croyait que ça allait lui faire du bien. Ça lui a fait du bien de s'occuper d'un enfant. Mais cet enfant-là, elle s'en est occupée en sachant que ce n'est pas son enfant. Parce que peut-être dans sa tête ou dans sa philosophie, elle sait que les enfants comme ça, là, quand ils grandissent, ils vont chercher leurs parents. Donc c'est perte. Je suis perdante à l'élever comme ça, beaucoup d'amour. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. C'est l'enfant de mon frère. Quand elle va grandir, elle saura que son papa c'est mon frère, sa maman c'est la fille là. Donc je l'élève en tant que l'enfant de mon frère. Pendant que son mari voulait lui faire du bien. Donc dans cette maison-là, la personne qui était gentille envers Larissa, c'était papa Chaïd. C'était pas sa tante Fatima. Sa tante Fatima, ces gens même presque elle l'aimait pas. En tout cas, elle ne la traitait pas comme sa fille. Même Jean faire semblant, montrer à tout le monde c'est mon enfant. Pourtant, c'est son enfant sur les papiers. C'est son enfant. Ils l'ont adopté. Ok. Donc, elle grandit comme ça, très stressée, très frustrée. Elle dit, quand elle a eu alors l'adolescence, c'est quand c'est devenu chien et chat. Elle ne sortait pas chez eux. Elle était comme séquestrée. À part l'école, c'était l'éducation. Donc, on te dit vraiment que nous, là, on est en train de t'éduquer. Papa Chaïd est tombé malade, il est devenu handicapé. Vous comprenez bien que quand il est arrivé, Papa Chaïd, il avait 60 ans. Donc, quand elle a eu 12 ans, lui, il avait 72 ans, c'était un papy. Et sa tante aussi, elle n'était pas jeune, mais elle n'était pas gentille. Donc, elle avait des vieux parents. Et elle habitait là-bas. Que ce soit Chaïd, que ce soit sa grande soeur, sa tante, personne n'a fait venir la famille d'Algérie. Donc là-bas, dans leur quartier là-bas, elle n'avait pas de famille. Elle a grandi sans famille. Sa famille, c'était ses vieux parents-là qu'elle avait. Mais elle a toujours su qu'elle avait ses parents en Afrique. Pourquoi? Parce que Fatima, quand elle éduquait, tous les jours, elle prend le téléphone faire des rapports à son frère. Ton enfant est poli.
ci, ton enfant est comme ci, ton enfant est comme ça. Tous les jours, les accusations. Donc, on l'accusait tous les jours en Algérie. Et sa maman pleurait, 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 pleurait. Elle dit, elle, on a commencé à l'envoyer en vacances en Algérie à 8 ans. Va d'abord, on va t'éduquer. Elle part en Algérie, donc elle connaissait ses vrais parents. Elle part en Algérie seule, hein. Bon, on la prend à l'aéroport, mais ses parents sont là-bas. Elle connaissait ses vrais parents. Elle dit, quand j'arrivais là-bas, ma mère me gâtait, me donnait tout, malgré qu'elle n'avait rien. Elle me donnait tout, son amour et tout ça, si je pars toujours les grandes vacances. Imagine quelqu'un, tu as adopté un enfant, mais toutes les vacances, tu l'envoies là-bas. C'est que tu n'as pas besoin d'elle. Tu n'as pas vraiment besoin de rester avec elle. C'est peut-être pour ça que Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Elle n'aime pas les enfants des autres. Elle dit, elle partait là-bas, sa maman s'occupait d'elle. Elle dit, mais quand elle était toute petite, elle en voulait à sa mère. Comment tu as pu me laisser partir? C'est en grandissant qu'elle a su que sa mère ne voulait pas qu'on la prenne. En allant en Algérie, c'est quand elle a appris que non, tu avais envoyé des forces sur ton grand-père et tout. Parce que Fatima nous envoie l'argent. Tu vois, Fatima dans les familles, ses soeurs travaillent ici, mais c'est elle qui est en Europe. Elle a fait venir personne et tout. Donc, elle aimait beaucoup aller en Algérie. Et du coup, elle vivait comme sous soumission. Sous soumission, pleine d'interdictions et tout. Elle a grandi comme ça, malgré tout ce qu'elle faisait pour Fatima. En tout cas, elle ne s'entendait pas. Quand elle a eu 14 ou 15 ans, là, quand elle a commencé à grandir, bon, elle a eu des amis. Hein? Elle a eu des amis. Elle était dans la elle a dit, tellement qu'elle se sentait mal, elle s'est vite identifiée aux Africains. En tout cas, elle est entrée dans une communauté, un groupe d'amis, où il y avait des Ivoiriens, des Congolais, des Gabonais, des tout ça, des Arabes et tout ça. En tout cas, c'était une communauté comme ça. Ils étaient un peu amis. Donc, elle avait des amis comme ça, mais tu vois, elle a vraiment eu l'éducation et puis la peur que tu es redevable à ta tante. Elle a grandi sans garçon, n'a pas eu de copains dans sa vie. Parce qu'elle avait commencé même comment? C'est impossible. Mais c'est comme ça qu'elle s'est un peu diversifiée. Elle a appris un peu les autres cultures, les autres choses. Parce que chez eux, en dehors des sorties pour aller à l'école, voir même ses amis-là, il n'y a pas de sorties. Tu restes chez Fatima, tu dois l'aider. Bon, c'est normal, Fatima était vieille. Fatima l'a pris, quand elle est arrivée, Fatima avait 45 ans. Donc quand elle a 10 ans, Fatima avait 55 ans. Le temps qu'elle ait les 16 ans là, Fatima elle est sur 60, elle est déjà fatiguée. Elle est fatiguée, donc c'était comme sa boniche. Maintenant, le problème est que, elle dit, quand elle a eu 15 ans, 16 ans, elle lui a dit, tu vas commencer à faire les jobs d'été là. Vous voyez, les petits jobs que les petits enfants font, parfois pour acheter un portable et tout ça, c'est faire des petits plaisirs. Ces jobs qu'elle allait faire, c'était pour payer les dettes de Fatima. Elle dit, moi, je commençais à payer les dettes de ma tante, j'avais 15 ans, 16 ans. Donc, quels que soient les jobs, elle peut te donner les jobs que tu vas aller faire la bonne chez ma copine. Telle maison là, comme ça, on cherche quelqu'un, tu vas aller nettoyer. Tu vois, même les faux jobs là, tout l'argent, c'est elle qui va collecter. Elle dit, depuis que j'avais 16 ans, elle m'arrachait l'argent. Ici en France, hein. J'ai grandi ça en France, je connaissais toutes les lois. Mais elle dit, maman, les lois là, ça marche dans les familles, on te laisse appliquer les lois. Il y a des familles où la loi là va rester à l'école. Tu vas connaître ça mentalement. Il y a des lois que tu vas faire appliquer ça chez qui? Déjà, toute l'Algérie est contre toi. Son papa, il est du côté de Fatima parce que Fatima envoie des petits 50 euros, des 100 euros. C'est sa maman qui en souffrait. Mais son papa, elle était très d'accord. Quand Fatima appelait pour l'accuser de mentir des choses là-bas, son papa la soutenait. Il a grondé. Il faut écouter Fatima. Hein? Donc Fatima, on la faisait comme un petit dieu dans sa famille en Afrique. Mais elle ici, elle subissait. Elle a dit, j'ai eu une très, très, très mauvaise enfance. J'allais jobber pour elle. Oh, moi, je suis surendettée. Je suis surendettée parce que j'envoie l'argent en Afrique. J'envoie l'argent en Algérie. Et tout. Tu dois prendre la relève. Tu dois faire comme ça. Ah. Donc, elle a grandi traumatisée. Elle a grandi sans copain, sans rien. Elle a terminé. Quand elle termine le bac, Fatima dit que tu dois aller travailler. Donc, travailler, là, faire les jobs. Elle dit, non seulement ils habitaient loin de Paris. Maintenant, elle doit aller faire les jobs. Quand elle imagine déjà les petits jobs qu'elle faisait, on lui arrachait l'argent. Elle avait une vision. Tous les jours, tu me chantes que tu m'as amené ici pour me changer la vie, me donner la vie que je n'allais jamais avoir en Algérie. Maintenant, la vie que tu voulais me donner, c'est pour rester service dans les cafés, c'est pour être caissière, c'est pour faire quoi? Balayer. Donc, elle ne comprenait pas la vie qu'elle voulait lui donner. Elle, comme elle ne connaît même pas la vie des garçons, elle était une fille studieuse, sérieuse, traumatisée, qui grandissait, qui avait peur de sa tante. Donc, elle avait une vision. Elle se voyait cadre, faire des grandes études, réussir quoi. Tu es quand même dans un pays qui t'offre tout ça si tu as la volonté. Les gens parfois qui refusent d'aller à l'école, c'est parce qu'ils font l'ambiance, ils boivent déjà l'alcool, ils filment, ils aiment la vie des femmes, des sorties et tout ça. Elle n'a pas cette vie-là, elle ne va pas aller à l'école. Pourquoi? Elle dit, Kabibi, comme Dieu sait faire les choses. Fatima, cette année-là, elle a dit qu'elle part en Afrique. Elle, sa tante, elle devait aller se faire quoi en Afrique? Quand Fatima est partie seulement en Afrique comme ça,
Elle a détalé. Elle est partie s'inscrire. Elle a fait les démarches elle-même. C'est elle qui est allée à l'école. Elle a fait les démarches elle-même. Papa. Elle a eu l'inscription à l'université. Comme elle a dit à la fac, elle est partie faire des études pour être ingénieure. Quand Fatma revient comme ça des vacances, elle lui dit que non, elle a eu l'inscription. Elle dit, tu n'iras pas. Oh, moi j'ai eu l'inscription. Tu n'iras pas. Moi, je n'ai pas la... Donc, moi, je vais comme ça payer pour toi l'université. Toi, tu rêves. Moi, je ne vais rien payer pour toi. Mais elle s'était démerdée. Elle avait eu des bourses. Elle pouvait compléter. Mais c'était une étudiante, quoi. Vous voyez, une jeune fille. Elle savait que je peux jobber les week-ends. Je peux aller travailler dans un magasin de chaussures. C'était une jeune fille. Elle s'est démerdée elle-même. Elle dit, là où elle partait, à l'université, c'était 3 heures jusqu'à Paris. Je ne sais pas où ils habitent, mais les transports, ça lui faisait faire 3 heures. Aller-retour avec l'université là. Maintenant, Fatma, tellement qu'elle est fâchée qu'elle parte à l'université, au lieu d'aller chercher le travail même des femmes de chambre, tu gagnes déjà l'argent pour venir aider la maison. Tu pars encore te taper 3 ans. Les 3 ans qui va supporter la souffrance, la galère de l'argent. Donc Fatma lui imposait l'argent malgré qu'elle était étudiante. Tu pars faire job étudiant, on t'impose de donner ça à la maison. J'ai galéré pour terminer, Kabibi. J'ai étudié, j'ai serré les cœurs. Moi, j'ai parté parfois. Je devais seulement ramener la nourriture de la maison là, pour manger à l'université. Maintenant, imagine, à l'université, les gens mangent des sandwichs, des petits trucs bien là. Toi, tu viens avec les riz. Ou soit tu sers seulement les cœurs. Tu ne vas pas manger. Parce que tu as même honte d'amener la nourriture de la maison. Il y a des choses qu'on ne mange pas quand même à l'université. Elle dit, moi, je ne pouvais jamais me permettre d'acheter même un sandwich de 5 €. J'allais commencer comment? L'argent, je dois donner à Fatma. Moral, mon père s'est fâché là-bas. La famille souffre ici. Au lieu d'aller travailler, gagner l'argent, tu pars étudier quoi là? Hein? Tu pars étudier. Toi, tu es une fille, tu vas étudier combien d'années? On t'a déjà donné la vie. Tu sais parler français, tu sais écrire et tout. Ça va travailler, va jobber. L'Afrique là-bas, tout le monde est fâché contre elle. Elle dit, galère, misère. Elle dit, tu vois des vies comme ça. Je ne me suis même pas permise d'avoir un copain. Je n'avais pas droit à l'erreur. Moi, je ne connaissais pas les garçons. Elle a serré les cœurs. Dieu lui a fait grâce. Elle a terminé. Elle a eu son diplôme universitaire. Quand elle a les diplômes, bon, elle-même, elle est contente. Maintenant, le jour de la collation et tout ça, les étudiants ont dit, ah, quand on a terminé là, après la collation, c'est la fiesta à Paris. Elle dit, tu as déjà vu tes soi-disant parents. Tu habites chez eux, tu termines, tu as les diplômes. Personne n'est content. Son papa était content. Hein? Son papa là, Shahid. Il était content. Mais elle, Fatma, tellement qu'elle cherchait que l'argent, elle n'était même pas contente que la fille là a réussi à l'université. Maintenant, elle lui dit que non, je vais rester sur Paris, on va faire la fête avec les autres. Non. Tu reviens ici, hein, et tout ça. Regarde, si 19 h tu n'es pas arrivé, si tu vas voir. Et tout ça, la grande comme elle grande d'habitude. Comme une enfant, hein. Elle dit, tu payes ses dettes, mais elle te traite comme une moins que... Comme, tu n'as même pas de la valeur à ses yeux. Elle te traite comme un chien. Mais c'est elle qui t'élève. Donc, à un moment, tu es partagé. Tu as envie de développer la haine. Mais à un moment, tu te dis, bon, j'habite quand même chez elle. Elle dit, j'ai grandi partagé, avec des sentiments partagés. J'ai tellement aimé mon oncle là, son mari, parce que c'était lui qui avait une lueur de gentillesse. Tu vois, il ne s'occupait pas trop, mais il était quand même gentil. Elle dit, imagine, une fois j'étais tombée malade quand j'étais enfant. J'étais malade des esprits, des attaques spirituelles. Tu vois, comme dans leur famille, là, on ne doit pas étudier, on ne doit pas se marier, tout ça. Et puis ma tante, là, elle me disait toujours, tu pars étudier beaucoup d'écoles comme ça, c'est pourquoi? Hein? Au lieu d'aller chercher le travail et tout ça, toi, tu crois que si tu étudies, c'est quand tu vas te marier. Donc sa tante lui répétait que dans leur famille, les gens ne se marient pas. Elle-même, elle s'est mariée à 40 ans. Donc elle avait des discours tellement négatifs. Elle dit que même quand elle tombait malade, c'est M. Shahid là qui s'occupait d'elle. Maintenant, imagine qu'elle est devenue handicapée, dépendant de ma tante qui nous traumatisait tous dans la maison. Donc, Shahid n'avait plus rien à dire. Moi, alors, j'étais quoi? Pourtant, je suis sa nièce à elle. Elle a vécu d'abord avec 2 vieux méchants. Elle qui était méchante. Donc, le jour de la collation, elle dit non, je vais rester fêter. Moi qui ai galéré comme ça, je vais fêter à Paris. Elle dit ce jour-là, je ne sais pas si c'était la sensation de savoir que j'ai réussi. Maintenant, je peux commencer ma vie. Donc, quand elle m'a dit, tu reviens ici. Elle dit, c'est la première fois depuis que j'étais née que je lui ai dit non, je ne reviendrai pas. Je vais rester fêter avec mes amis. C'était le plus gros affront que j'avais eu envers ma tante depuis que j'étais née. Parce que tout ce qu'elle me disait était oui et amen, tête baissée, je dois accepter. Je suis comme son esclave, on m'a donné la vie. On m'a amené en France. Je lui ai dit non, je ne reviens pas. Quoi?
J'ai dit non, je ne reviens pas. Moi, je vais fêter avec mes amis. C'était une joie immense dans mon cœur. Elle dit, Kabibi, elle a appelé l'Algérie. Je suis en train de fêter comme ça. Les téléphones sonnent. Mon père, tu veux que je te maudisse ou quoi? C'est quelle honte que tu veux me coller. Donc toi tu restes à Paris boire la bière, rester dans les bars avec les gens. Ta tante, elle dit imagine des langages comme ça. Je ne bois même pas l'alcool. Ils m'ont mis mal à l'aise. J'ai serré les cœurs. J'ai dit non, moi je ne vais pas rentrer. Je dois quand même exploser ici, sortir ma joie. Elle est restée fêtée. Sa tante l'a appelée. À 23 h elle appelle. Oh, tu as tellement stressé ton oncle Shahid qu'il a piqué une crise. Je suis avec lui aux urgences. Il faut que tu reviennes à la maison parce qu'elle est aux urgences. Tout ça là, c'est des mensonges. C'est moi pour qu'elle ne reste pas à la fête. Parce que dans sa tête, elle s'imagine que hey, l'argent, au lieu de me donner, elle est partie fêter avec les Parisiens. Elle a dit ça là, tellement stressée. J'ai fêté, mais j'étais mal à l'aise. J'ai appelé mon oncle. Mon oncle ne répond pas. Il m'a répondu à 1 h du matin. J'ai dit, tonton, tu es où? Il m'a dit, non, je suis à la maison. Je vais dormir. J'ai dit, mais il m'a dit que tu es aux urgences. Il a dit, profite, fête. Fête seulement aujourd'hui, c'est pas grave, fête. Elle a fêté comme ça. Elle a fini, elle est rentrée à 3 h du matin. À cause de la fête là, la tante a fait 4 mois, elle ne lui parlait plus. 4 mois. Elle dit, j'étais dépassée. J'ai trouvé un travail. Tu vois, j'ai grandi sans amour. Parce que mes parents en Algérie me chantaient que tu lui es redevable. Étant maintenant en France, tu as donné les papiers, tu es française. Tu vis dans de bonnes conditions. Tu lui es redevable. Elle nous aide, nous, ta famille. Tu dois faire tout ce qu'elle veut. Déjà, des parents qui te traitent comme ça veut dire que c'est comme s'ils ne t'aiment pas. Parce que toi qui vis avec elle, tu connais la réalité de votre maison. Donc, ça veut dire que quand vous appelez en Algérie, c'est elle qui a raison. Or, sa raison, c'était maltraiter. Maintenant, quand tu réussis comme ça, ton père t'appelle déjà, il est fâché. Parce qu'elle, elle est fâchée. Donc, la joie même de ta réussite, personne ne la partage avec toi. À part le seul mot que mon oncle m'avait dit, profite. Il n'y a pas un autre mot gentil que j'ai eu que félicitations ma fille. Tu as étudié, l'école c'est pas facile en France, les enfants deviennent des vagabonds, des filles, mais toi comme... Non, aucun encouragement, ça l'a brisé. Elle a trouvé le travail. Quand elle trouve le travail, Dieu lui fait grâce. Elle tombe sur un garçon, et puis, pardon, j'ai oublié de dire, dans sa clique d'amis là, tous les gens qu'elle fréquentait là, elle a fréquenté un Ivoirien, son premier copain. C'était un Ivoirien. Ils ont traîné peut-être 9 mois. Comme elle ne lui donnait pas son corps, l'Ivoirien l'a jeté. Après, elle m'a dit, elle est sortie avec un Antillais. L'Antillais l'a fait seulement 4 mois. Lui-même, c'était trop court. Il l'a jeté. Après, un Congolais. Le Congolais a fait 7 mois. Il l'a jeté. Après, donc, elle a compris que, en fait, aucun homme ne peut m'aimer si je ne lui donne pas mon corps. Parce qu'elle elle avait aussi peur de Satan. Elle ne peut pas sortir avec toi jusqu'à consommer son corps. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, avoir un copain qui t'aime juste parce que tu es toi, elle ne trouvait pas. Et ça l'a frustrée. Elle l'a frustrée parce qu'à la maison, Satan lui disait que tu ne vas jamais te marier. Dans notre famille, les filles ne se marient pas. Au lieu d'aller chercher le travail, tu commences à gagner ta vie, tu fais tes économies. Non, toi tu es en train de chercher l'école et tout ça. Donc elle, dans sa tête, elle s'était aussi préparée à « je ne vais jamais me marier. Regarde, les hommes ne restent pas avec moi. » Elle voulait quelqu'un qui va l'aimer, elle, sans son corps. Donc, quand elle trouve le travail, elle vient tomber sur un garçon qui est franco-italien. Il a un parent français et un parent italien, mais il est né en France, c'est un Français. Donc, lui, maintenant, il lui fait des avances et tout ça. Il lui raconte sa vie, comment elle vit chez sa tante et tout, et tout, et tout. Le garçon, il est partant pour une relation saine, déjà. Ok, il commence à se fréquenter. Maintenant, c'est ce garçon-là qui lui a donné la force. La force d'avancer, le courage. Elle dit, c'est là. Bon, mes amis m'encourageaient, hein, parce que mes amis, je les considère comme ma famille. Mais lui, c'est la première personne qui pouvait m'apprécier même pour des petites choses. Même pour des encouragements. Même que tu te racontes au travail, aujourd'hui, j'étais comme ça, j'ai fait comme ça. Bravo, tu as bien fait. Mais tu vois quelqu'un qui t'apprécie, qui te montre que tu as de la valeur, que tu fais aussi des choses bien. Parce qu'elle a grandi en sachant qu'elle ne fait pas des choses bien. Tout ce que tu fais, tu m'es redevable. Si ça n'était pas moi, est-ce que tu allais manger des sandwichs là? Si ça n'était pas moi, est-ce que tu allais mettre le parfum là? Si ça n'était pas moi, est-ce que tu peux marcher sur les Champs-Élysées? Elle a grandi comme ça. Donc, ça veut dire que tout ce que toi tu fais, tu le fais parce qu'on t'a donné une faveur.
Maintenant, elle a appris à vivre avec quelqu'un qui lui montrait que non, tu réussis parce que tu es une personne bien déterminée, intelligente et tout ça. Elle dit, Kabibi, je me suis accrochée à lui parce que j'ai commencé à comprendre que moi aussi, je suis un être humain. Il m'a révalorisé. Il m'a donné confiance en moi-même. J'ai commencé à croire en moi-même. J'ai commencé à comprendre que j'étais capable. Et là, j'habite chez ma tante. Je travaille à 3 heures de chez nous, aller-retour. Donc, eux et Paris, je crois, ils sont très loin. Elle ne m'a pas dit dans quelle ville. Elle se tape des trains, elle fait 3 heures de temps pour aller travailler à Paris. Galère. Galère. Dans la culture algérienne, une femme ne peut pas s'installer. C'est pour ça que toutes ses tantes habitent chez leur grand-père. Les sœurs de maman Fatma là qui l'a élevée. Ses petites sœurs. Elles habitent chez leur grand-père parce que ce sont des Algériennes. C'est comme une abomination, c'est une honte pour la famille. C'est trop grave. On ne t'a pas marié, toi tu vas chercher la maison, tu pars où? Donc tu es femme libre. C'est très 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 mal vu quand tu viens d'une bonne famille où on éduque les gens. Donc ces tantes ont vieilli là-bas. Ces tantes ont vieilli de 55 ans, de 60 ans là-bas. Chez eux, chez leur papa. Parcelle familiale. Maintenant, elle travaillait trop loin de Paris, mais tu m'as amené en France. Tu me dis, tu m'as donné la vie. Mais laisse-moi vivre alors comme les Parisiens. Les Parisiens vivent comment? Quand ils terminent l'école, ils quittent chez leurs parents, ils prennent des petits studios étudiants, jeunes travailleurs ou tout ça. Tu ne peux pas parce que tu es algérienne. Donc toi, tu vis en France, tu as les papiers français, mais tu es algérienne. Impossible de déménager. Tu n'as qu'à galérer avec les trains. Elle dit, quand j'ai commencé à travailler, tellement que tout ce que j'ai gagné, on m'a arraché. C'est maintenant mon copain là qui a commencé à me dire, comment il s'appelle même son copain? C'est son copain qui a, Lucas. C'est comme ça que Lucas a commencé à lui dire, mais il faut avoir des économies, il faut épargner. Tu vas épargner comment? Maintenant que tu as terminé, imagine tu habites chez Fatma. On va te demander, tu gagnes combien? Prenons que tu dis, je gagne 2400. Elle fait le programme de 2400. Donc, elle t'enlève les tickets des trains. Comme les Navigo, là, le pass Navigo de Paris. Prenons qu'elle paye 80 € pour le mois. On t'enlève sur 2400, 80 € des Navigo, peut-être 100 € pour tes besoins personnels. Hein? Parce que tu habites ici. Maintenant, tu dois contribuer pour la maison. Tu dois envoyer l'argent en Algérie. Tu dois payer ses dettes. Elle dit, elle a payé les dettes de sa tante. Elle ne savait même pas c'est des dettes de quoi. Toute sa vie, elle a fait que payer les dettes de sa tante. Alors, elle ne sait pas si c'était des vraies dettes. Elle ne sait pas si on lui arrachait seulement l'argent. Ton papa, le problème là-bas, il faut envoyer 150 €. Ma cousine là en Algérie, son enfant est mort. Tout ça dans ton salaire. Donc, toi, on te paye, c'est quelqu'un d'autre qui fait le projet de ton salaire. Elle a vécu comme ça. Maintenant, elle sort avec Lucas. Lucas, maintenant, il sort avec une fille qui est ingénieure, qui gagne bien sa vie. Voilà, c'est une fille qui ne connaît pas les garçons. Donc, au travail, elle est appliquée. Elle travaille très bien. Maintenant, elle a des faveurs au travail et tout ça. Parfois, ce sont les petits bonus là qu'on paye au travail. Vous voyez les petites balles perdues là qu'on donne au travail, là, qu'elle cachait. Parce que la tante contrôle la fiche de paye. Maintenant, les petits trucs là, vous connaissez un peu les petits gnognos d'argent qu'on nous donne parfois au travail. Oh, super, oh, tu avais travaillé jour férié. Oh, les petits sous là. C'est ça qu'elle, c'était maintenant son argent perso. Elle a vécu comme ça, Lucas comme ça lui ouvrit les yeux. Lucas l'a emmené dans sa famille à lui. Sa famille a des Italiens français. Elle a dit, Kabibi, non, il y a des gens qui ont la chance, qui ont des familles. Tu sens l'ambiance de la famille, l'amour. Ils m'ont accueilli, ils m'ont accepté, ils m'ont adopté. Donc, très, très bien accueilli. Maintenant, j'étais obligée de dire aussi dans ma famille que je sors avec Lucas. Lucas, c'est un Italien français. Moi, je suis algérienne. Je dois me marier à un Algérien. Point barre. C'est comme ça. Il y a des Algériennes qui sont mariées avec d'autres cultures parce que leurs parents ont évolué. Elle dit surtout ici en France, il y a des parents algériens qui sont venus, mais ils ont évolué, ils ont permis à leurs enfants de se marier même à un Tunisien, un Marocain. Hein, ça reste un peu les Maghreb, mais quand même ils ont toléré. Mais sinon, c'est algérien ou rien du tout. Maintenant, comment j'allais commencer pour présenter Lucas? C'est un Français. C'est un Européen. Il n'est même pas de l'Afrique. Quand elle est partie dire qu'elle va ramener quelqu'un, et tous ils pensaient que c'était un Algérien. Quand il vient pointer le nez comme ça, un bon blanc. Ils ont téléphoné l'Algérie. Le papa était indigné. La honte de sa vie. Tu as donné l'enfant pour qu'on aille l'éduquer, qu'elle soit quelqu'un de valeur. Elle vient te ramener un Européen. Fatma même a dit, c'est quelle honte que tu veux me coller. Pour qu'on dise que moi j'étais mal éduquée.
Moi, j'étais appris à aimer les Français. Impossible. Lui, on n'en veut pas ici. Ça, ils lui ont dit à elle, mais ils n'ont pas dit à Lucas. Elle est partie dire à Lucas, je t'avais déjà dit que moi, je suis algérienne, ça sera compliqué. Mais maintenant, dans la famille de Lucas, ça se passe bien. Ça a commencé maintenant la lutte pour qu'on accepte Lucas. Avec Lucas, bon, ils ne se sont pas convenus, mais Lucas, la façon qu'il lui expliquait sa tante, son comportement, lui-même en tant que garçon, il est malin. Il a fait quoi? Comme il sait que la tante là aime l'argent, il vient la chercher. Il vient maintenant, il est devenu comme les garçons de la maison. Parce qu'elle a grandi elle-même. Vous comprenez bien que quand elle est là déjà les 25 ans, 26 ans là, le papa là qu'il avait adopté, le mari de sa tante, il est bien vieux. Fatigué, il est même handicapé. Donc, c'est devenu maintenant Lucas, les jeunes garçons de la maison. Il leur fait les démarches administratives, il leur fait les courses, il fait comme ça, il vient avec la voiture, il porte la tante, la profiteuse là, et tout ça. Donc, ça commence à la doser. Elle aimait l'intérêt chez Lucas, mais imaginez Lucas, le mari de sa fille, là, ça ne passait pas. Quand même, Lucas, on les laissait venir à la maison. Ça, c'était déjà première victoire. Maintenant, les gens, ils sont en Algérie. Sa maman est tombée malade. Sa maman comme ça lui dire, viens me voir, viens me voir. Kabibi, tu vas aller comment? Moi, j'ai travaillé comme ingénieur. J'étais toujours à découvert. Je n'avais jamais l'argent. Je vais aller en Algérie, comment tout l'argent m'arrache? J'avais pas d'économie. Tout l'argent m'arrache. Maman me dit, viens me voir, je vais payer les billets avec quoi? Je ne peux pas aller. Il y a eu le confinement. Le coronavirus est tombé. Après le Covid, là, je voulais aller en Algérie. Je me suis dit, il faut que j'économise. Ma tante, Waya, tout l'argent, elle prend. Du coup, eux, ils ont fait aussi quand même longtemps, 4 ans de fiançailles. Ils ont dit, ils doivent se marier. Lucas dit, ils doivent se marier, comme ça, elle va déménager, parce qu'elle ne peut jamais déménager, elle doit habiter seulement là-bas. C'est comme ça qu'ils commencent à organiser le mariage. Sa maman lui dit, viens me voir, tout le temps que je meurs et tout ça, je vais te voir, ma fille, tu as réussi et tout et tout. Elle a dit, elle a fait au moins 6 ans sans repartir en Algérie parce que déjà, elle étudiait, quand elle a terminé, on a commencé à lui arracher l'argent. Elle n'avait pas l'argent pour aller en Algérie. Donc, ils organisent le mariage. Le papa est très fâché en Algérie. Il a dit, il va la maudire, lui, il ne veut pas d'un blanc et tout ça. Mais le papa ici, Chaïd, qui l'a élevé, bon, il était déjà aussi papy, il lui a dit, moi, je te permets de te marier. Marie-toi. Il a appelé le papa là, il a fait raisonner, il a dit laisse l'enfant. Elle a grandi en France. Pour elle, un Français, c'est normal. C'est une personne normale. Elle ne voit rien de mal, elle le voit un être humain. C'est nous qui le voyons qu'il est français. Parce que vous comprenez, ce papa-là, il a fait combien d'années? C'est peut-être 50 ans en Europe. Donc lui-même aussi, il est habitué au français. Il a eu aussi des amis français. Donc il comprenait un peu plus que son papa en Algérie. Il a dit laisse-la, sinon tu vas la perdre. Comme on vous dit là, elle a grandi avec la culture française. Il ne faut pas la pousser à fuir. Elle risque de fuir. Elle a son travail, elle a son fiancé là. Ça fait 4 ans, ils sont ensemble. Elle peut fuir. Au lieu qu'elle fuit, qu'elle nous déçoive encore tous, très fort, laissez-la se marier. Le garçon là vient, il a des qualités, il a des valeurs. C'est vrai qu'il est européen. Même moi, je le vois, il est européen. Il a les manières, la façon de penser des Européens. Mais c'est un bon garçon. Il la garde bien. Ok. Le papa l'a dosé, il ne lui a pas dit qu'il est d'accord, mais il ne lui a rien dit. Mais c'est le papa Chaïd qui lui avait parlé. Donc, il décide de se marier. Elle dit, elle ne sait pas si c'est la chance ou la malchance ou c'est quoi. Prenons qu'ils disent qu'ils vont se marier au mois de mars. Bien sûr que Fatima est déjà fâchée, elle ne va pas l'aider. Elle ne va pas l'aider à chercher la robe de mariée, rien du tout. Organise ton mariage toi-même. Elle a organisé son mariage avec ses amis d'enfance là qu'elle connaissait. Comme eux, ils n'ont pas de famille. Ils connaissent des Algériens. On peut dire, ah, ces Algériens ici avec nous, nous sommes des quartiers voisins, nous sommes des mêmes quartiers en Algérie. Mais famille, il n'y a pas. Il n'y a que eux 3. Donc, elle organise pratiquement son mariage seule avec ses copines. Prenons qu'elle va se marier au mois d'avril. Au mois de... Bon, son oncle est là. Papa Chaïd, il était déjà malade. Hein. On l'avait détecté un cancer. Donc, il a fait peut-être 2 ans de maladie. Vraiment maladie. Elle dit, imagine, moi je dois me marier en avril. Lui, il entre à l'hôpital en janvier. En janvier, là, maintenant, je dois quitter le travail à Paris. Rentrer, venir, aller à l'hôpital pour aller voir Papa Chaïd. Rentrer à la maison, m'occuper de ma tante. Et tout ça, sa vie était compliquée, elle était épuisée. Finalement, c'est elle qui a commencé à dormir à l'hôpital avec Papa Chaïd parce que sa tante aussi est vieille. Elle, la maman, la Fatma, elle a déjà vieilli. Sa tante là dont on parle, aujourd'hui, elle a 75 ans. Elle a 75 ans. Donc, et ils sont déjà vieux, donc Papa Chaïd, il est vieux. Elle part dormir à l'hôpital, elle était devenue encore très proche de lui parce que c'est le seul qui lui montrait un peu d'amour. Elle dit, imagine que, c'était comment? C'était sa maman
Sa maman est tombée malade en Algérie. Sa maman est décédée. Sa maman est décédée. Elle prénom qu'elle va se marier le 28 avril. Sa maman est décédée le 3 avril. Sa maman décède, papa Chaïd est gravement malade à l'hôpital. Ah, elle a regardé. Et sa maman décédée. Et papa Chaïd qui est ici, qui va mourir aussi incessamment. Le mois de son mariage. Il faut enterrer la maman, il faut envoyer l'argent. Il n'y a pas l'argent. Papa Chaïd est très malade, donc sa maman décède. Le temps qu'on commence à organiser les deuils et tout ça, bien sûr qu'elle déjà n'a pas l'argent. Le peu d'argent qu'elle a, on lui prend encore tout pour envoyer à sa maman. Elle voulait aller voir le corps de sa maman parce que sa maman l'a pleuré, viens me voir, viens me voir, viens me voir. Mais elle n'est jamais venue parce qu'elle n'avait pas l'argent. Donc sa mère décède. Peut-être une semaine après, papa Chaïd décède. Et papa Chaïd, quand il décède, il dit qu'il veut qu'on l'enterre en Algérie. Ça fait 2 deuils. Le mois de son mariage. Il fallait rapatrier le corps de papa Chaïd. Lui, il avait des petites assurances ici en France qu'on allait quand même lui payer pour qu'il ait son argent pour qu'on aille l'enterrer là-bas en Algérie. Maintenant, pour enterrer sa maman, il fallait que la maman ici, Fatma, elle aille enterrer son mari. Donc, quand tu as les assurances décès, les petites assurances qu'on a là, c'est pour la personne décédée, ce n'est pas pour toi la femme. Donc, Fatma, il faut lui payer les billets pour qu'elle ramène le corps de Chaïd en Algérie. Et il faut enterrer sa maman en même temps. Donc, il faut faire le deuil de sa maman en tout cas. Elle est partie porter la dette de 6 000 €. Le mois de son mariage. Parce que le petit sou qu'ils avaient, déjà c'était Lucas qui donnait presque tout l'argent du mariage. Elle n'avait jamais l'argent. Elle dit, imagine, tu es en train de te marier, mais tu prends la dette pour les deuils. Elle a pris 6 000 € de deuil. Fatma est partie avec le corps. Ils ont reporté le mariage parce qu'elle n'était pas bien, elle était dépassée. Elle avait perdu sa maman, elle avait perdu papa Chaïd. Elle est restée, ils ont bougé le mariage peut-être à 2 mois encore de mariage. Fatma est rentrée de l'enterrement. Quand Fatma rentre, elle dit qu'elle ne viendra pas à son mariage. Elle ne viendra pas. Malgré que papa Chaïd, avant de décéder, c'est lui qui lui a dit que j'avais parlé à ton père va te laisser se marier. Ne t'inquiète pas, moi qui t'ai fait grandir, je t'ai validé, tu vas épouser Lucas. Elle dit, ce papa-là, déjà qu'elle avait perdu sa maman, il est mort, il la tenait à la main. C'est elle qui l'a accompagné jusqu'à la mort, le papa qui l'a élevé. Donc elle est restée avec ces paroles-là, c'était comme pour elle, très important, des paroles de bénédiction. Donc quand Fatma vient, Fatma la tourne, et puis elle lui dit que je ne viendrai pas à ton mariage. Elle dit, imagine, elle m'a éduquée, elle m'a fait grandir. Je me suis battue, j'ai réussi, je suis devenue ingénieure, j'ai travaillé, j'ai tout ça. Le jour de mon mariage, j'ai organisé mon mariage moi-même. Même venir voir, elle a refusé. Elle dit, j'ai fondu en larmes parce qu'elle m'a dit qu'elle ne viendra pas le jour de mon mariage. Donc au début, elle a été fait quoi? Je viendrai, je ne viendrai pas, je viendrai, je ne viendrai pas. Le jour du mariage, elle t'a dit, je ne viendrai pas. Marie-toi. Je me suis mariée seule. Avec mes amis en France où ma maman m'a élevée, vie. Ma vraie mère décédée. Je me suis mariée malheureuse. Quand je me suis mariée, je me suis dit que moi, elle, c'est fini. Moi, elle, c'est fini. J'avais tellement mal au cœur. J'ai déménagé. Je suis partie vivre sur Paris avec Lucas. On a pris notre appartement. Lucas a fait des études comme elle. Elle est ingénieure. Elle a commencé à garder son argent, mais elle a les charges en Afrique. Mais quand même, elle a dit, elle ne donne plus tout son argent en Afrique. Elle a décidé, surtout quand Fatma n'est pas venue à son mariage, elle s'est dit non, je vais commencer à prendre soin de moi aussi, parce que Lucas lui avait beaucoup parlé. Je veux vivre un peu parce que depuis que je suis en Europe ici, je suis que redevable. Je n'ai pas de vie. En fait, moi-même, je ne me donne pas la priorité à moi-même. J'ai fait passer les autres avant moi. J'ai décidé que je passe un peu avant les autres. Quand je termine mes besoins, en tenant compte que j'ai de la famille, c'est le reste d'argent-là que je peux leur envoyer. Elle a changé de système. Déjà, elle est mariée. La famille là-bas en Algérie a compris que l'argent ne vient plus. Ils se sont encore fâchés parce que Lucas Leblanc là, lui empêche de nous donner l'argent. Et elle aussi, ici, les finances ont baissé. Elle dit, elle ne sait pas c'est quoi sa motivation, mais elle a boudé comme ça. Elle n'est pas venue la voir pendant 4 mois. Quand elle s'est mariée là. Après, elle a commencé à appeler, prendre des nouvelles. Elle est tombée enceinte. Dès qu'elle s'est mariée, vous voyez qu'on ne sait pas les garçons. Dès qu'on l'a touchée comme ça, elle est tombée enceinte. La grossesse là commence comme ça, Kabibi. Les combats. Tu sens vraiment que elle est tombée malade. Elle a fait 4 mois à lutter. Une jeune fille. Hein.
4 mois à l'idée, tu ne bouges pas, sinon la grossesse va sortir. Elle est restée comme ça, malade. Elle a dit à sa maman, la Fatima, que je suis malade. Elle n'est jamais venue la voir. Mais de temps en temps, elle appelle pour vérifier si tu es toujours malade, tu es morte ou tu es vivante. Donc Fatima, là, elle est restée chez elle, elle habite loin, loin. Elle est venue vivre sa vie. Elle dit, tout ça là, ça lui a fait mal au cœur. La personne qui s'occupait d'elle, c'était la maman de Lucas. Les Italiens là, ils s'occupaient d'elle, la famille de Lucas était très présente. Dieu lui a fait grâce. Elle a accouché d'un petit garçon. Quand elle accouche son petit garçon, bon, elle informe Fatima, non, sa maman. Elle informe que j'ai accouché et tout ça. Fatima a boudé d'abord, elle a fait semblant. Et puis, elle dit, je ne sais pas. Un jour, elle est venue me voir. Quand elle est venue me voir, je ne sais pas si c'est un déclic, si c'est quoi, Kabibi. Dès qu'elle a vu mon fils, Fatima a changé. Elle a changé. Donc, ça l'a traumatisée. Elle m'a vu, moi, maman. Ça lui a fait peut-être l'émotion ou quoi. Elle est redevenue normale ou elle est devenue gentille. Elle dit, ma mère, la Fatima, elle m'amène à manger. Elle vient garder mon enfant. Elle est devenue comme une vraie mamie. Ou parce qu'elle a vu que je vivais bien. Ou parce qu'elle a vu que la famille de Lucas était présente. Ou parce qu'elle a vu un vrai bébé. Je n'ai pas compris. Dès qu'elle a vu mon enfant, elle est devenue gentille. Elle dit, quand elle est devenue gentille, d'abord, je ne croyais pas. Parce qu'elle m'a trop brisé toute ma vie. Elle a commencé à faire des efforts. Elle prépare, elle vient me donner à moi. C'est toujours moi qui dois lui donner. Son égoïsme là qu'elle m'a fait grandir avec. C'est comme si elle s'est fatiguée de ça. Un coup comme ça, un matin. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas comme si je lui donne plus d'argent. Déjà, Lucas ne l'appréciait plus beaucoup parce que la façon qu'il me traitait, ils ne sont pas venus à notre mariage. J'étais malade, la grossesse, elle n'était pas là et tout ça. Tu vois, les garçons, parfois, ils observent aussi, ils voient que ta famille, vraiment, ne te soutiennent pas et tout. Donc, Lucas ne l'appréciait plus beaucoup. Maintenant, pour faire changer Lucas, de ne plus l'apprécier à l'apprécier, c'était très dur. Et déjà, moi, ça m'a tellement touchée d'avoir quelqu'un de gentil autour de moi que je lui ai pardonné. Larissa ici a raconté son histoire. Pourquoi? Pour dire que les gens qui nous ont maltraités dans l'enfance, dans notre vie, si on a besoin de vivre en paix, hein, on a besoin d'être heureux, porter tous ces fardeaux-là, ça nous détruit. Ça ne nous fait pas qu'avancer parce qu'elle avait trop de blessures. Elle dit, moi, je n'aime pas penser à mon adolescence. Je n'aime pas penser à ma jeunesse parce qu'il n'y a que des blessures, des mauvaises paroles, maltraitance. Mais tu es en France, tu es maltraité. Elle dit, tu vois, si je décide de garder ça dans mon cœur, ça fait que dans mon cœur, j'ai une douleur en permanence. Maintenant, le fait qu'elle ait fait soit semblant, ou elle connaît sa motivation. Pourquoi elle est devenue gentille? C'est elle et Dieu qui connaissent. Donc, comme elle m'a montré une autre face, j'ai décidé de gommer tout le mal qu'elle m'a fait, de voir que la nouvelle face qu'elle a pour me guérir moi. Pour me faire du bien parce que moi, je suis allée chez des psychologues à Bibi. Quand j'ai grandi là, quand elle m'avait jeté, quand j'ai perdu son mari et j'ai perdu ma mère, j'ai déprimé. La Fatima là, elle était partie au deuil. Que j'ai payé, j'ai pris la dette de 6 000 €. Je suis restée en dépression parce que je devais me marier. J'ai vu que mon mari, j'en ai repoussé. Un jour, elle m'appelle. Elle est en vidéo. Au deuil, hein. Enfin, pas au deuil. Le deuil est déjà fini pour elle quand on attend les 40 jours, des choses comme ça. Elle est en vidéo. Elle m'a appelé. Je ne sais pas si c'était rendu compte que c'était en vidéo ou pas. Elle est avec ses sœurs parce que j'ai vu ses sœurs. Donc, mes tantes. J'ai vu ses sœurs. Elle est en train de me parler et tout ça. Après, elle croyait que... Maintenant, je lui dis non, j'étais partie chez les psychologues et tout ça. Ah, tout ça, ouais. Elle croit qu'elle a raccroché. Elle a descendu son téléphone. Moi, je continue à les voir. Elle commence à rigoler. Avec mes autres tantes. Elle est allée chez les psychologues, la connasse là. Elle croit que moi, je l'avais envoyée là-bas. Je l'avais amenée en Europe pour qu'elle s'en sorte. Je l'avais amenée en Europe pour qu'elle soit à mon service. Elle croit que si elle me dit qu'elle est allée chez les psychologues, ça va me faire quoi? Elles ont rigolé. Avec mes propres tantes, pour qui moi j'envoie l'argent. Les tantes là, pour qu'elles me disent que telle tante a des problèmes, il faut envoyer 50 €. Elles ont rigolé, elles se sont moquées de moi parce que j'allais chez les psychologues. Imagine, là, tu devais te marier. Tu ne t'es plus marié à cause d'eux. Tu as pris la dette de 6 000 €. Donc toi, tu pars au mariage avec la dette. Donc tu commences le couple avec la dette. Vous êtes des jeunes. Tout ça, Lucas, lui, doit seulement supporter quoi. Ça m'avait blessé. Et puis elle vient, elle refuse de venir à mon mariage. Elle dit, quand je totalise toutes les mauvaises choses qu'elle m'a faites, normalement, je ne peux même pas l'accepter qu'elle entre dans ma maison, qu'elle touche mon enfant. Mais, parfois, je me dis, bon, j'ai quand même étudié. J'ai quand même grandi chez elle. Même si j'ai mal grandi chez elle, mais j'ai quand même grandi.
Aujourd'hui, je suis en France. C'est vrai que mes sœurs qui sont restées en Algérie n'ont pas eu ma vie. Chez eux, comme toutes ces sœurs ne se sont pas mariées, elles ont vieilli chez notre grand-père. Donc, elles sont jalouses des enfants qui doivent se marier. Donc, toutes mes cousines, leur maman refuse qu'elles se marient parce qu'elles ne se sont pas mariées. Est-ce que vous comprenez? La génération de leur maman, il n'y a que Tantine Fatima qui s'est mariée au papy là de 60 ans. Maintenant, toutes ces sœurs qui ne sont pas mariées, elles ont eu des enfants. Dans leurs enfants filles là, elles refusent que leurs filles se marient parce qu'elles ne se sont pas mariées. Ce n'est pas que loi établie, non, elles refusent. Tu viens, elle dit sa grande sœur. Sa grande sœur qui a 35 ans, je crois que sa sœur est née. Elle a amené un fiancé. Le fiancé là, on a dit au fiancé clairement que tu ne vas pas l'épouser parce que nous ici, nous ne sommes pas mariés. On a chassé le fiancé. Elle avait un fiancé qui venait de Paris, un Parisien, qui voulait l'épouser, un Algérien mais Parisien. On a chassé le fiancé de sa grande sœur de 35 ans. Donc, sa grande sœur, elle a fait les fiancés avec quelqu'un 4 ans. Quand elle est venue pour l'épouser, on a refusé. Par leur maman, par leur tante. Parce que leur papy l'a déjà vieilli, vous comprenez bien. Elles ont refusé dans leur famille, on ne se marie pas. Nous, on ne s'était pas mariés. Pourquoi vous, les filles, ici, vous allez vous marier? Sa petite sœur, pareil. Donc, ces sœurs qui sont en Afrique, en plus, leur maman est décédée, on refuse qu'elles se marient. Elle s'est mariée ici par entêtement. Parce que papa Chaïd avait accepté. Et son papa, son vrai papa biologique avait refusé. Mais après, elle est loin, elle est en Europe. Ils ont un peu peur parce que, bon, elle est en France, elle a une autre mentalité aussi. Donc, elle est la seule qui est mariée chez eux. Elle est la seule. En tout cas, bon, les autres sont encore jeunes. Hein. Sa soeur est née, je crois, elle a 35 ans. Elle a 29 ans, si j'ai bonne mémoire. Elle aura 30 ans, 29 ans, un truc comme ça. Sa soeur est née à 35 ans. Elle n'est pas mariée. Sa deuxième soeur, donc, on a chassé leur fiancé. Ses cousines ne sont pas mariées. Leur maman refuse. Nous, on ne s'était pas mariés. Pourquoi vous voulez vous marier? Elle dit, imagine une famille comme ça. Ce n'est pas comme si c'est une condamnation. Non, c'est devenu maintenant un refus. C'est devenu un refus. Elle dit, elle a partagé cette histoire pour aider quelqu'un à se reconstruire. À se reconstruire, à ne pas chercher à garder que de douleurs. Les douleurs ne construisent pas. Les douleurs font développer la haine. Et la haine te rend aigrie, te rend méchante. Elle dit, Kabibi, on a combien d'années à vivre ici sur Terre? Combien d'années on a à vivre aussi sur Terre pour que toi, tu prennes les gens, tu les emprisonnes dans ton cœur? Pour que tu sois en colère contre les gens. Elle dit, la colère ne t'aide pas à avancer. Elle dit, ça, c'est Lucas qui m'a appris. C'est son mari là avec qui elle est. Qui lui a appris que la colère ne va pas t'aider à avancer. Haïr les gens, ça ne va pas t'aider à avancer. Pardonne-les dans ton cœur, ne t'occupe plus d'eux. Apprends à t'occuper déjà de toi-même. Maintenant, elle a une famille. Elle a son enfant et Lucas. Elle essaye de leur donner la priorité. Mais ça ne veut pas dire que les restes là, quand elle pense à eux, elle les déteste ou quoi. Non, quand elle pense à eux, elle les voit comme ça. Comme ils sont rien du tout. Mais ils sont ma famille. Si j'ai 50 €, j'envoie. Si j'ai 100 €, j'envoie. Mais je n'ai pas mis ça une obligation dans ma vie. Fatma, ma maman là, elle a déjà vieilli. Ici en France. Elle ira en maison de retraite parce qu'elle ne viendra pas chez moi. Moi, je commence ma vie avec Lucas. Donc, elle vient, elle joue à la mamie. Tant mieux pour elle. Si ça lui fait du bien d'avoir un petit enfant. Si c'est l'hypocrisie, c'est son problème. Mais moi, je lui ai ouvert la porte de ma maison. Je la laisse se comporter comme une mamie, jouer avec mon enfant, parce que son enfant a 2 ans aujourd'hui. Je la laisse profiter. Si ça lui fait du plaisir, donc je lui ai apporté de la joie dans sa vie. La joie qu'elle n'a jamais eue. Je le fais de bon cœur, peut-être pour soigner ses blessures, d'être une femme qui n'a pas eu d'enfant dans sa vie. Parce qu'elle ne m'aimait pas parce qu'elle souhaitait avoir ses propres enfants, qu'elle n'a jamais eu jusqu'à ce qu'elle a vieilli. Donc, si ça la console, au moins, moi, je lui fais du bien. Je lui rends les biens-là qu'elle me disait que je lui suis redevable. Je lui rends ces biens-là, mais en fait, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même et ça l'aide à avancer dans sa vie parce que si elle regarde seulement son passé, elle va haïr beaucoup, elle ne sera pas bien. Mais elle regarde son présent et devant parce que c'est dit, aujourd'hui, moi, je suis venue en France, j'ai étudié, je suis ingénieur, je gagne bien ma vie, j'ai une belle voiture, je vis dans un appartement parisien et tout ça. J'ai un beau mari qui m'aime beaucoup, qui m'a attendu des années, sans rien faire avec moi, sans être musulman, sans être algérien, sans être rien du tout, un vrai Français, qui m'a gardé comme ça, qui m'a rendu plus forte psychologiquement. Et elle se contente de ça. Elle se contente de ça, son témoignage, son histoire, c'est pour donner une force à quelqu'un qui souffre. À quelqu'un qui souffre des blessures de son passé, des maltraitances, les gens qui t'ont maltraité là.
S'ils ne sont pas revenus, laisse-les. Mais s'ils font l'effort de revenir, même par semblant, comme sa tante là, elle est revenue, soit par semblant, soit par honte, soit par quoi que ce soit, elle-même elle sait, elle dit, ne les embrasse peut-être pas directement dans ta vie parce qu'on vient de familles différentes, de cultures différentes, peut-être avec vous, comment c'était la sorcellerie et tout ça. Ne les embrasse pas, mais pardonne-le dans ton cœur. Montre-leur en face que je suis passé au-dessus de ça. Je ne suis plus à ton niveau de méchanceté là, ça ne m'intéresse plus. Tu me parles, on parle, mais avec limite. Et elle dit, tu fais cet exercice-là pour te guérir toi. Pour que toi, tu sois bien. Pour que ça ne soit pas que quand tu penses aux gens, tu as mal au cœur. C'est ton cœur à toi qui souffre. C'est toi qui souffres de ce mal-là. En fait, ils t'ont atteint. Ils t'ont brisé. Ils ont accompli leur mission parce que leur mission, c'était que toi, tu souffres. Quand tu es seul, tu penses à eux, tu es brisé, tu te sens diminué, tu te sens rien du tout. Tu te sens que tu es leur poubelle. Ils ont réussi. Alors, il ne faut pas leur donner cette joie-là, et déjà même pour ton bien personnel. C'était le partage de notre sœur Larissa, qui est algérienne, qui a partagé son histoire sur notre chaîne pour motiver, pour encourager une personne. Parce qu'elle suit beaucoup des histoires ici. Elle est une maman abonnée depuis, comme elle m'a dit. Elle dit, j'écoute beaucoup les blessures des gens qui racontent leur vie sur la chaîne. Et tous les jours, elle est outrée de savoir qu'en fait, ça se passe partout en Afrique. En fait, c'est un état d'esprit général des Africains de maltraiter les gens, de ne pas s'aimer et tout ça. Ça la dépasse toujours. Ça la dépasse toujours quand elle entend les gens. Ce n'est pas comme si ça la console, mais elle se dit, en fait, elle n'est pas un cas exceptionnel parce que il y a des gens qui ont vécu pire qu'elle, qui ont raconté sur cette chaîne, mais elle néglige pas ce qu'elle a vécu. Elle essaye de prendre ça du bon côté, surtout quand elle regarde son diplôme, elle regarde son travail. Elle dit, j'ai réussi. J'ai réussi. On m'a peut-être maltraité, interdit de sortir. Elle dit, mais j'essaie de positiver, je me dis, si je ne sortais pas, si je suis comme ça, que j'ai réussi ma vie, c'est peut-être aussi parce que je ne sortais pas. Peut-être si je sortais, j'allais aller connaître les garçons, j'allais m'engrosser et tout ça. Donc, j'essaie de prendre le bon côté de sa maltraitance. Elle fait ça pour me maltraiter, pour me montrer que c'est moi ton chef, tu es là à ma disposition. Tu ne vas pas profiter. Mais moi, je prends ça du côté que, heureusement que je ne sortais pas, ça m'a permis de faire mes études et de devenir un cadre de qualité aujourd'hui. Une fille de caractère, je sais lire, je sais me concentrer, je suis studieuse, je suis sérieuse dans mon boulot. J'essaie de prendre ça de ce côté-là. Je n'essaie pas de prendre que, quand les gens dansaient les slow, quand les gens dansaient vraiment dja-dja, moi je ne partais jamais en boîte, oh dja-dja, je ne dansais pas ça parce que moi je devais étudier. Donc je ne prends pas ça comme ça. Je ne prends pas ça comme ça. En tout cas, c'est le message de notre maman Larissa qu'on va remercier. Merci beaucoup Larissa. Comme j'ai dit, tu es une fille très courageuse et j'aime beaucoup ta façon de voir la vie, d'appréhender, de comprendre. C'est une force. C'est une force que tu transmets à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être, ça peut aider une personne, même une seule, à avancer, à voir les choses positivement, à ne pas toujours dramatiser. Nous, en tant que chrétiens, on dit tout ce que Dieu fait est bon et pour une raison. Il y a des parcours dans la vie que les gens, comme moi j'estime que si tu n'avais pas eu ce parcours-là, tu n'allais pas être ce que tu es devenu aujourd'hui. Ta force que tu as aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu as vécu. La détermination que tu as, c'est par rapport à ton vécu, au challenge que tu as eu. Parfois, pour faire les mêmes choses, il fallait que, pour qu'on arrive peut-être que nous deux, on soit Kabibi Show, il fallait que moi, Kabibi, je passe par des blessures, des brisements, des tout, pour être Kabibi Show. Mais il y a des gens, pour être Kabibi Show, ils se réveillent ce même matin et devenir Kabibi Show. Il n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. Donc, parfois, pour arriver au même résultat, toi, pour que tu aies la force, la détermination du travail des Kabibi Show, il fallait que tu galères pour que tu comprennes que dans la vie, il faut être déterminé. Mais il y a des gens, ils se réveillent, il est de nature déterminée. Quand il fait quelque chose, il est sérieux. Donc, il le fait directement. C'est pour ça que nous, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Toute chose, moi, Kabibi, j'estime que tout ce qui nous arrive, c'est pour une bonne raison. Maintenant, il faut trouver le bénéfice de cette douleur-là. Moi, c'est ma philosophie personnelle. Quand j'ai un malheur, j'ai une situation difficile, je me dis, ok, qu'est-ce qui va sortir de bon dans cette situation? Parce que ça ne peut pas m'arriver pour rien. Si ça m'arrive aujourd'hui, c'est pour que j'apprenne quelque chose. Ou c'est pour que demain j'en témoigne. Ou que c'est pour que demain, je comprenne que, en 2015, là, quand j'avais fait ça et que j'avais eu tel problème,
C'est ça qui me donne la sagesse dans le problème que j'ai aujourd'hui en 2024. Parce que j'ai déjà vécu ça en 2015. Je sais comment en 2015 ça m'avait pris la tête, comment je m'étais embrouillée, comment. Maintenant, ça me revient en 2024. C'est similaire. Je sais que, moi, ces problèmes, si je ne tombe plus dans les mêmes pièges. Donc, il y a toujours quelque chose pour une bonne raison. Si tu prends la vie de cette façon-là, je pense que tu vas moins souffrir. Tu vas moins souffrir parce que, moi, perso, quand j'ai un problème, un truc pas bien qui m'arrive, je me dis, waouh, qu'est-ce que je dois tirer de ce problème? C'est quoi l'enseignement dans ce problème? Pourquoi je traverse cette situation? C'est pour que j'apprenne quoi? C'est pour que je détecte quoi? Donc, du coup, je ne prends plus le problème comme il est vraiment problème. Je me dis, ça, c'est un challenge. Peut-être c'est pour que j'endurcisse mon cœur. Peut-être c'est pour que je comprenne que la vie ne marche pas toujours comme ça. C'est pour que je comprenne que même quand tu as une relation avec une personne comme ça, il faut savoir qu'elle peut te trahir. Même si tu... il ne faut plus que je donne la confiance de cette façon. Donc, la prochaine personne que je vais rencontrer, je ne vais pas lui raconter ma vie sur cette forme-là. Je vais garder ça pour moi. Je vais dire ça. Ton amitié n'a pas marché avec Blandine. Il faut te demander pourquoi Blandine allait me critiquer. Pourquoi Blandine, on s'est séparés. Blandine, si c'était mon amie, je lui racontais tous mes secrets. Mais non, si elle t'a critiqué, c'est parce que tu lui avais aussi trop dit. Ça veut dire que quand demain tu commences l'amitié avec Bibiche, tu vas raconter ta vie à Bibiche, mais avec limite. Pour que Bibiche, demain, n'aille pas te critiquer comme Blandine. En fait, tu vas prendre des expériences. Mais en attendant, Blandine t'a insulté sur tous les réseaux sociaux, tout le monde sait. Ça t'a donné de l'expérience. Demain, si tu retombes dans les mêmes pièges avec Bibiche, c'est que toi-même aussi, tu n'es pas intelligent. Tu vas savoir que, Blandine, comme je l'avais raconté, j'ai même raconté les salaires de mon mari et tout ça. Quand on s'est gâté, elle est partie raconter. Donc, demain, je vais dire seulement à Bibiche que mon mari travaille, je ne vais pas lui dire les salaires. Basta. Donc, tu apprends tous les jours. Et tu apprends dans des différents exemples, au travail, à l'église et tout ça. Parce qu'à l'église, il y a aussi les gens qui nous critiquent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sœur qui n'a pas la bouche. Les sœurs critiquent, les pasteurs critiquent. Pourquoi la femme du pasteur, elle a été critiquée? Pourquoi elle te boude quand tu causes avec son mari? Parce que tu as trop parlé. Donc, si tu changes d'église, où il y a un nouveau pasteur, tu sais comment tu vas te comporter. Avec la femme de ce pasteur-là ou avec le pasteur, tu ne vas pas aussi tout dire. Il y a des témoignages que quand tu pars témoigner aussi, il ne faut pas tout dire. Parce que ça te casse, ça te brise, ça gâte ta réputation, ça gâte beaucoup de choses. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas la maturité. Donc, tu apprends tous les jours. Avec ce que tu rencontres dans la vie, tu te bonifies, tu deviens une meilleure personne. Tu apprends de tes propres expériences. En tout cas, merci beaucoup Larissa pour ton partage, très encourageant. Et je te souhaite, comme je t'ai dit, une belle vie avec Lucas. Hein? Tu as fait un choix, tu es avec quelqu'un que tu aimes, qui t'aime beaucoup, qui t'a aidé à te reconstruire et à voir la vie d'une façon positive. Merci beaucoup à vous tous. Comme vous savez, ici, on parle de nos expériences. N'hésitez pas à nous partager vos expériences. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir de partager les expériences des jeunes femmes. 30 ans, 25 ans, les gens qui commencent la vie, ça veut dire que la chaîne est suivie par les personnes de différents âges et qui partagent leurs expériences, même quand nous, on pense déjà qu'ils sont jeunes, mais ils ont déjà des expériences, ils ont vu des choses. Et on voit aussi comment ils comprennent la vie avec la culture européenne. Ceux qui sont nés ici, qui sont africains comme nous, comment ils voient la vie, comment ils appréhendent, comment ils nous jugent avec notre culture, avec nos tribus, comment, je veux dire quoi, avec nos coutumes et tout ça, comment ils le vivent. Comment ils le vivent, vraiment. Ça nous donne quand même, ça nous fait découvrir d'une façon générale que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères ici, comment ils appréhendent la vie en sachant qu'ils ont des nationalités françaises, ils ont grandi ici, mais ils ont des origines africaines. Merci beaucoup à vous tous. En espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle.
actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.